Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal en langue française de ce jeudi le 11 septembre 2025. Il est tout juste 15 h. Voici les principaux titres. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et son homologue tunisienne Sara Zafarani assistent aux réunions du Haut Comité conjoint égypto-tunisien. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, se rend à Doha. Il doit s'entretenir avec des hauts responsables qataris pour discuter des moyens de faire face à la dangereuse escalade israélienne. Le ministère polonais des Affaires étrangères annonce qu'une réunion extraordinaire de l'ONU se tiendra à sa demande suite à l'intrusion de drones présumés russes sur son territoire. Et voici le journal en détail. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et son homologue tunisienne Sara Zafarani ont présidé les réunions du Haut Comité conjoint égypto-tunisien à la nouvelle capitale administrative. Lors d'une conférence de presse, ils ont examiné les perspectives de renforcement de la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Ils ont évoqué que les travaux ont mis en avant les opportunités et secteurs prometteurs pour stimuler les investissements du secteur privé en Égypte et en Tunisie. Le Premier ministre Moustapha Madbouli et son homologue tunisien ont assisté à la signature des documents de coopération entre les deux pays. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelghati, s'est rendu à Doha où il doit s'entretenir avec des hauts responsables qataris afin d'exprimer la pleine solidarité de l'Égypte avec l'État du Qatar et de discuter des moyens de faire face à la dangereuse escalade israélienne. Sous les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a rencontré l'émir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Tamim. Qatar a annoncé qu'ils accueilleraient un sommet arabo-islamique d'urgence ce dimanche et lundi prochain à Doha. Le ministère qatari des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que ce sommet d'urgence porterait sur l'attaque israélienne brutale et sans précédent contre la capitale qatari et sur les prochaines étapes. Abdelghati avait quitté les Émirats arabes unis après les entretiens bilatéraux avec Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères à Abu Dhabi. Les deux parties ont convenu de la nécessité de mettre un terme à la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, provoquée par les frappes aériennes israéliennes. Le Premier ministre qatari Mohammed Ben Abdelrahman Al-Thani a affirmé que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devait être traduit en justice après l'attaque israélienne contre des chefs palestiniens à Doha mardi dernier, estimant que celle-ci avait tué tout espoir de libérer les otages à Gaza. Al-Thani a également indiqué que le Qatar réévalue tout concernant son rôle de médiateur dans les pourparlers jusqu'à présent infructueux en vue d'un cessez-le-feu. Cette attaque sans précédent a aussi suscité une rare réprimande du président américain Donald Trump, grand allié d'Israël, qui a dit en être très mécontent. Et sur le des camions transportant de l'aide humanitaire dans le cadre du convoi Zad el-Aez de l'Égypte à Gaza ont commencé à entrer aujourd'hui dans la bande de Gaza. Une source officielle au poste frontalier de Rafah a indiqué que ce 53e convoi acheminait des milliers de tonnes d'aide humanitaire, fournitures de logements et denrées alimentaires, également des produits médicaux, lait infantile, la farine, afin de répondre aux besoins des habitants de la bande de Gaza. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Égypte pour soutenir le peuple palestinien. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Égyptiens expatriés, Dr Badr Abdelghati, a souligné que le récent accord conclu au Caire entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique constitue le point de départ d'une nouvelle phase visant à répondre aux préoccupations techniques. Les déclarations d'Abdelghati sont intervenues lors d'échanges intensifs avec ses homologues français, saoudiens et omanais, ainsi qu'avec le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et l'envoyé spécial
mondial des États-Unis pour le Moyen-Orient. Dr Abdel-Arati a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour désamorcer la situation, soulignant que cet accord offre l'opportunité d'une voie diplomatique favorisant la sécurité et la stabilité régionale. Entre-temps, le nouvel accord de coopération conclu avec l'Iran inclut toutes les installations et infrastructures dans le pays, a déclaré le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Raphaël Grossi. Selon M. Grossi, le nouveau cadre, dont la conclusion a été annoncée mardi soir par l'Iran, prévoit également les rapports requis sur toutes les installations attaquées, y compris les matériaux nucléaires présents sur ces sites, en référence aux installations frappées par Israël au mois de juin. Une clause de cet accord enclenchée fin août permet le rétablissement de ces sanctions si une partie estime que l'Iran ne respecte pas ses engagements. Direction l'Europe, où le ministère polonais des Affaires étrangères a annoncé jeudi qu'une réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU se tiendra à sa demande suite à l'intrusion d'une vingtaine de drones présumés russes sur son territoire. La Pologne, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, a annoncé jeudi la limitation du trafic aérien à sa frontière orientale suite à l'intrusion d'une vingtaine de drones présumés russes sur son territoire. Mercredi, le Premier ministre Donald Tusk a fait état de 19 violations de son espace aérien dans la nuit précédente. L'intrusion n'a fait aucun blessé. Les débris de 16 drones ont été retrouvés selon un bilan publié mercredi soir par le ministère polonais de l'Intérieur. C'est la première fois qu'un membre de l'OTAN intervient directement et détruit des installations militaires russes sur son territoire depuis le début de la guerre en Ukraine. La nomination d'un conseiller économique de Donald Trump comme gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, la Fed, a franchi une étape importante au Sénat américain. Stéphane Miran étant susceptible de voter sur les taux d'intérêt dès la semaine prochaine. Une commission du Sénat à majorité républicaine a voté par 13 voix contre 11 en faveur de sa nomination, qui doit encore être validée par les élus en séance plénière. Elle a dénoncé une forme de servitude et estimé qu'il n'aura aucune crédibilité auprès des marchés, aucune crédibilité donc auprès des entreprises et aucune crédibilité auprès de la population. Le Conseil des gouverneurs de la Fed comprend 7 personnes, 6 gouverneurs et un président actuellement, Jérôme Powell. Ils font partie du comité de 12 personnes votant sur la politique monétaire. Et voilà, donc c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée sur nos chaînes. À très bientôt.